Allez, ben, je vous propose de démarrer maintenant et du coup, bah, merci pour votre, présence et moi, je vais vous laisser en compagnie de Kelvin qui va, se présenter et puis, dérouler, son tech live par rapport au la problématique des multi-environnements avec GitOps. Du coup, merci Kelvin et je te laisse la main. Merci, bonjour et bonsoir tout le monde. Donc comme présenté, aujourd'hui le thème tournera autour d'une des problématiques de GitOps. Donc on ne parlera pas du GitOps en général, mais vraiment d'un point très précis dans le GitOps. Et donc en fait, cette problématique-là, moi je l'ai rencontrée lors de ma première mission chez Clinic. Mais avant de commencer, est-ce que vous voulez que je refasse un point sur le GitOps en expliquant un peu en détail ce que c'est? Donc n'hésitez pas à vous unmute et répondre. Moi, je veux bien, s'il te plaît. Pareil. D'accord. Du coup, je vais faire le point. Alors, du coup, le GitOps, c'est quelque chose qui a apparu de manière assez récente, donc c'est très grosse progression sur les dernières années. Donc, le terme a été inventé par Weaveworks, et le principe, c'était dans la continuité du DevOps, c'était de continuer les idées d'automatisation à travers Git et les différents outils d'automatisation qui apparaissent. Donc, par exemple, avec tous les outils pour les pipelines de CI/CD et l'infrastructure as code. Donc ça, c'est les deux gros piliers avec, bien sûr, Git qui est dans le nom, du GitOps. Et donc tout l'objectif du GitOps, c'est de créer de l'automatisation des procédures et du déploiement. Donc quand on parle de déploiement, on ne parle plus que de déployer des applications, mais aussi déployer l'infrastructure avec comme base que Git est le seul point de vérité. Donc, c'est-à-dire que le Git déterminera, selon l'état du Git, ça va être l'état de l'infrastructure. L'état du Git, ça sera l'état des applications, comme ce qui est actuellement que le Git, c'est déjà la source de vérité pour le code. Donc, c'est la continuité de cette extension. Et donc, quand on parle de GitOps, ce sont tous ces outils et ces processus et ces méthodes de travail pour pouvoir mettre en place le Git en source de vérité et appliquer cette source de vérité à différents environnements. Donc ça va de l'infrastructure, via l'infrastructure as code, à du déploiement via du CI/CD, et aussi maintenant avec des nouvelles méthodes de déploiement comme avec le pool-based deployment. Mais ça, c'est un autre sujet dans le GitOps, donc je ne vais pas trop y rentrer dedans dans le sujet d'aujourd'hui. Donc, là, j'ai parlé un peu du contexte, et pour représenter rapidement, je vais refaire un point sur le contexte de comment j'ai pu rencontrer cette problématique lors de ma mission, et aussi expliquer un peu pourquoi cette problématique reste importante dans le contexte du GitOps. Après, je vais vous présenter assez méthodiquement différentes solutions que lors de ma mission, on a pu explorer. Donc à chaque fois, sur ces solutions, on les a testées parfois plus en profondeur que d'autres, et comme ça, on a pu voir les avantages et les désavantages de chacune, et expliquer un peu quel était le processus qu'on a choisi dans notre contexte, et quelle solution on a choisi. Et après, je vais un peu conclure en fait, sur reparler un peu des différentes solutions et de pourquoi j'aime apporter et mettre en avant cette problématique des environnements. Alors, pour parler du contexte de la mission, donc j'ai rejoint une société où leur objectif était de migrer toute leur infrastructure. Donc du coup, en fait, ils avaient toute une infrastructure et en application, donc des applications monolithes qui tournaient sur des VM. Et leur objectif était de transitionner, de tout moderniser. Donc ça, c'était à la fois de passer vers du microservice, à la fois d'intégrer un cycle DevOps dans leur processus de développement, et aussi de moderniser toute leur infrastructure. Et dans ce processus,
ils ont voulu, et c'est pour ça que j'ai pu rencontrer le GitOps, de n'utiliser partir que sur les principes de GitOps pour l'infrastructure. Donc moi, au sein de cette entreprise, et je rejoins surtout l'équipe d'infrastructure. Donc cette équipe d'infrastructure reste une petite équipe. On était en tout 5 ou 6 pour gérer toute l'infrastructure, des applications et les maintenir. Du coup, quand on a dû travailler sur la migration, on a dû aussi gérer plein de petits composants. Donc, c'est-à-dire à la fois de l'infrastructure des VM et l'infrastructure Kubernetes directement, ainsi que derrière tous les composants de l'infrastructure liés à Kubernetes, que ce soit la partie stockage, que ce soit la partie réseau, que ce soit la partie de gestion des droits. Donc tout ça, c'était géré par la même équipe. Donc voilà, l'idée de présenter un peu le contexte, c'est pour voir aussi, quand je parlerai des solutions, pourquoi et dans quel contexte ces solutions et les avantages sont apparus. Parce que certains des avantages et des désavantages que je vais présenter ne le sont pas selon dans différents contextes. Du coup, dans cette mission, j'ai pu rencontrer et travailler avec du GitOps, mais d'où vient en fait le problème des environnements? De manière générale, dans GitOps, quand on a commencé la migration de l'infrastructure dans ma mission, on n'avait qu'un environnement puis deux. C'était principalement l'environnement de test et l'environnement de production. Donc, quand on était à ce stade-là, c'était facile à gérer et en soi, beaucoup des solutions que je vais présenter fonctionneraient. Mais après, on a eu un troisième environnement qui était un environnement pour les développeurs. Un troisième environnement de pré-prod, après un autre environnement qui était lié à la DMZ, encore et encore. Donc au final, on avait entre 6 ou 7 environnements à devoir gérer. Donc la problématique, c'est que quand on n'avait que dans l'environnement, quand on devait mettre à jour les environnements, développer des nouvelles fonctionnalités, c'était facile à la fois de mettre en place les nouvelles fonctionnalités et de promouvoir les fonctionnalités d'un environnement à l'autre. Mais quand on a commencé à voir cet environnement, la moindre modification, par exemple, juste mettre à jour la version de différents logiciels, le faire sur cet environnement, ça commençait à être complexe et aussi à perdre beaucoup de temps. Et surtout que pour rappeler, dans un contexte d'une petite équipe, il n'y avait pas la capacité humaine d'avoir quelqu'un qui perd autant de temps à faire ces modifications. Donc du coup, vu qu'on a eu ce problème d'environnement, on a commencé à réfléchir à, bon, on a un système qui est déjà en place, mais on va voir qu'est-ce qui est possible et pas possible dans le GitOps pour gérer les environnements, pour potentiellement trouver une solution qui soit plus facile. Alors avant de vraiment parler des solutions qu'on a explorées quand le problème d'avoir cet environnement est apparu, il y a déjà 2 solutions qu'on avait éliminées dès le début. C'est-à-dire que déjà qu'on n'avait que 2 environnements, ces solutions, on les avait déjà un peu étudiées et on ne les avait pas gardées. Donc la première, et c'est souvent une que j'ai vue les plus souvent dans le contexte du GitOps, c'est d'avoir donc dans son répertoire Git, donc une base de logiciels ou de code pour l'infrastructure ou une application. Mais quand il y a des différences entre les environnements, on crée un fichier pour chaque environnement, et dans ces fichiers, il y a les différences entre les environnements. Par exemple, dans le cas d'une infrastructure Kubernetes, ça pourrait être la différence de nombre de nœuds, les ressources des nœuds et potentiellement des droits différents. Donc, l'avantage de cette solution, et c'est pour ça celle qu'on voit assez souvent, c'est qu'elle est très rapide à mettre en place, que ça reste du fonctionnement très classique de Git, c'est juste de créer des fichiers. Et de même manière, c'est facilement scalable et on peut créer de
nombreux environnements, parce que si on a, là je présente 3 fichiers, mais c'est tout autant facile d'en avoir 7. Et pareil, comparer entre les environnements, c'est facile, on compare les 2 fichiers et on voit ce qui manque. Par contre, les problématiques, et la problématique principale qui a fait que c'est pas de cette solution sur laquelle on est parti, même quand il y avait que 2 environnements, c'est la problématique pour vérifier quand on promue un changement d'un environnement à l'autre. C'est que on part du fichier develop et quand on veut développer des nouvelles fonctionnalités, on va rajouter potentiellement des champs, des composants. Mais quand on doit le faire passer à un environnement en production ou en pré-prod, ces actions doivent être faites manuellement. Donc c'est une source d'erreur. Donc cette source d'erreur, c'est pas quelque chose qu'on a voulu dans notre équipe. Et c'est la raison principale pourquoi c'est pas cette solution qu'on a choisie. Parmi les autres problématiques aussi, c'est que si on a différents fichiers sur une même branche, la problématique du rollback et des nouvelles fonctionnalités pose problème. C'est-à-dire que par exemple, si on est en train de développer une nouvelle fonctionnalité pour Develop et l'environnement de développement, on ne va pas pouvoir revenir aux commits qui ont été créés uniquement pour l'environnement de développement. Et cela générait, si on a besoin de rollback la production, ça rollback aussi tous les commits pour l'environnement de développement qui ont été faits. Donc en fait, ça lie aussi les différents environnements. De la même manière que au niveau de cette gestion d'avoir une seule branche et que cette branche est polluée, quand on crée des nouvelles fonctionnalités qui potentiellement ne vont pas rester, ça va polluer cette branche. Alors, une autre solution aussi qu'on a vue, mais qu'on a éliminée très rapidement, c'était d'avoir un répertoire par environnement. Donc par exemple, je vais rester sur l'exemple de l'infrastructure. On a l'infrastructure Kubernetes, et au lieu d'avoir les différents environnements de l'infrastructure dans le même répertoire, on a trois répertoires très similaires, mais avec les différences de chaque infrastructure. Alors, l'avantage sur ce fonctionnement, au moins la séparation est nette, mais par contre, il y a le problème de gérer tous ces répertoires. C'est que de la même manière, quand il y a beaucoup de répertoires, ça devient très complexe à gérer. Donc c'est pour ça que cette solution, on l'a pas choisie et on l'a éliminée quasiment dès le début dans notre projet. C'était, vu qu'on était une petite équipe qui gérait à la fois aussi le Git, avoir autant de repos, c'était quelque chose qui aurait pris trop de temps. Et en plus, c'est pas quelque chose qui est forcément facile à utiliser. Parce que c'est-à-dire que de la même manière, si on veut promouvoir dans l'environnement d'un repository à l'autre, on est obligé de fonctionner uniquement en fork et en pull request. Et en plus, On t'entend plus là. Je sais pas si... Ouais, j'allais vous demander si c'était général. Calvin, on t'a perdu. Désolée, j'essaie de le joindre. Bon, désolée pour l'attente. On avait tout bien checké avant le démarrage.
C'est déconnecté, il va revenir. Désolé, merci de patienter. Vous m'entendez? Oui, ça y est, tu as Bah, récupéré. On t'avait perdu, on t'a perdu, il y a 1 ou 2 minutes, quoi. juste pour savoir où est-ce que j'en étais quand vous m'avez perdu, parce que moi je continue à avoir de la connexion, mais je sais pas pourquoi. Tu m'as planté. Donc du coup, savoir où je m'étais arrêté. Bonjour à tous, au fait que cette solution avait été rapidement abandonnée parce que vous êtes une petite équipe. Oui, c'est ça, alors merci. Donc oui, cette solution, on l'avait pas gardée. Du coup, en fait, on était une petite équipe. Devoir gérer autant de repos, c'était quelque chose qui était trop complexe pour nous. Et j'allais parler maintenant des avantages. Donc je reprends. Au niveau des avantages, par contre, j'aime bien parler de cette solution, même si c'est celle qui, je pense, qui sera la moins utilisée. C'est qu'elle résout un des problèmes que potentiellement d'autres solutions ne peuvent pas répondre, c'est les questions de la sécurité. Parce que en séparant différents repos, on peut facilement à la fois gérer les questions de modification des fichiers sur les différents environnements, mais ça c'est quelque chose qu'on peut déjà faire sur beaucoup de solutions. Par contre, il y a la problématique de la visualisation. C'est-à-dire que sur les autres solutions, par exemple la solution avec les fichiers, c'est beaucoup plus complexe de cacher par exemple des informations sur la production. Donc ça peut être des adresses IP, des DNS ou ce genre d'informations que potentiellement on veut cacher. Donc potentiellement sur des plus grosses équipes où il y a où des gens peuvent travailler sur les environnements de développement ou de pré-prod, mais ne doivent pas, pour des questions de sécurité, avoir accès, même en visualisation, à la production. C'est quelque chose à prendre en compte. Et après, par contre, sur cette solution et sur beaucoup d'autres solutions je vais en parler après, il y a l'avantage, vu que les environnements sont complètement séparés, qui sont très facilement contrôlables, et donc on peut facilement revenir en avant sur les différents environnements. Et pareil, il y a la problématique que quand il y a une explosion du nombre de repos, aussi promouvoir un changement entre les différents environnements, ça reste très long à mettre en place. Alors, la prochaine solution, c'est cette solution qu'on a choisie au départ quand on n'avait que 2-3 environnements. Et c'est aussi une des 2 grosses solutions qu'on voit le plus souvent dans les GitOps, c'est d'avoir un environnement par branche. Donc c'est-à-dire qu'au lieu on a un seul répertoire, contrairement à la solution précédente, mais chaque environnement est sur une branche. Donc on aura une branche develop, une branche staging et une branche par exemple production. Et chacune de ces branches ne va déployer que sur l'environnement correspondant. Souvent, cette solution a l'air très propre en premier abord, mais il faut faire attention de comment on l'utilise. Parce que si on l'utilise sans réfléchir auparavant, on va avoir soit des branches qui ne pourront jamais être mergées ensemble, soit on va avoir en fait des branches qui sont complètement identiques ou que la distinction soit faite via d'autres solutions. Donc du coup, c'est quelque chose à prendre en compte. Nous, dans notre cas, on a choisi cette solution parce qu'elle était facilement gérable et aussi parce qu'on avait la possibilité d'extraire toutes les différences entre develop, staging, production dans les pipelines des déploiements. Donc du coup, on n'était pas bloqué sur d'autres quand on essayait de faire des merges.
Le point important de cette solution, c'est la capacité de merge entre les branches. Avoir en fait les merges entre les branches a plusieurs avantages. Il y a déjà, premièrement, les avantages de lorsqu'on on fait une promotion d'un environnement à un autre, on peut facilement voir quelles sont les modifications qui vont être apportées à cet environnement. Donc directement, quand on ouvre une merge request, on voit toutes les différences. On peut aussi facilement comparer les branches à un moment donné. Et enfin, vu que chaque environnement est sur sa propre branche, on peut facilement rollback de manière distincte chaque environnement selon les besoins. Donc les environnements ne sont pas liés. Par contre, comme je l'ai dit, la grosse problématique de cet environnement, c'est la question de la rigueur. C'est que si on ne peut pas extraire les différences entre les environnements, on ne va pas plus pouvoir faire des merges. Et donc du coup, là, ça peut poser problème sur le long terme, et surtout, on perd beaucoup des avantages qu'apporte cette solution. C'est pour ça que même en ligne, on peut voir des articles justement contre ce type de solution, parce qu'on peut vite aller même à l'encontre de pourquoi on choisit cette solution au départ. Donc là aussi, la raison de pourquoi on n'est pas resté sur cette solution quand on a eu un plus grand nombre d'environnements, c'est qu'elle prenait beaucoup de temps à gérer. C'est-à-dire que si on avait juste, par exemple, modifié les versions pour des questions de sécurité d'un des composants, il fallait à chaque fois ouvrir une merge request, faire valider la merge request et faire accepter la merge request, puis après vérifier quand même que les pipelines de déploiement ont bien fonctionné. Donc si on n'avait que 2-3 composants à gérer, ça aurait pu être suffisamment facile. Mais vu qu'on est dans le contexte d'une petite équipe avec beaucoup de composants, c'était quelque chose qui était trop complexe et qui faisait perdre beaucoup de temps à l'équipe. Et donc, on était obligé de s'organiser différemment pour essayer de perdre moins de temps. Donc c'est pour ça, dans ce contexte-là, qu'on a essayé de chercher d'autres solutions. Dans les solutions qu'on a regardées et qui en soient assez proches des branches, c'était d'utiliser des tags. Donc les tags sont une fonctionnalité de Git qui permet sur les différents commits d'ajouter des tags. La plupart du temps, les tags, on les voit déjà utilisés dans le cadre de versionning. Pour dire que sur ce commit, c'est telle version de l'application. Là, dans ce contexte, c'est de continuer d'utiliser des tags, mais pour les environnements. Donc, sur le principe, on a par exemple un tag production à un certain commit, et ça va être ce tag-là qui va être déployé dans l'environnement de production. Ça permet de lier un commit avec le tag à un environnement. Et donc de la même manière qu'avec les branches, on a un tag par environnement. Au niveau de cette solution, dans les avantages qu'elle a par rapport à l'environnement par la gestion des environnements par branche, c'est qu'elle est plus facile à gérer de manière générale. C'est-à-dire que si on doit promouvoir un environnement, c'est beaucoup plus rapide en fait de déplacer un tag que juste faire un merge request. Et en plus, on retrouve après beaucoup des fonctionnalités qu'on avait sur les branches. C'est-à-dire qu'on peut promouvoir les environnements, on peut comparer les branches, et on peut facilement rollback en déplaçant un tag sur un commit précédent. Par contre, un des gros désavantages qu'a cette solution par rapport à celle des branches, c'est la capacité de contrôle quand on déplace un tag. Vu qu'on n'a pas tout ce côté de validation sur la merge request, car la merge request, c'est quelque chose qu'il n'y a pas.
Et aussi, une des autres problématiques, donc c'est pour ça que cette solution, on n'a pas utilisé telle qu'elle dans notre mission, c'est que quand on devait déployer de nouvelles fonctionnalités, comme pour la solution avec des fichiers, on avait le problème que ça polluait en fait la branche principale. Donc on avait une branche principale, mais il y a certains commits qui ne pouvaient pas être utilisés parce que c'était des nouvelles fonctionnalités et qu'il y avait potentiellement des bugs dedans. Donc pour des environnements de développement, c'était pas forcément un problème, mais pour la production, un peu plus compliqué. Et j'en parle parce que c'est un cas qui est arrivé dans ma mission. Et à la prod qui a cassé, c'est moins rigolo. C'est pour ça qu'en fait, on a regardé comment partir de cette solution, mais d'y rajouter d'autres choses pour répondre à certains des problèmes. Donc, on va principalement parler de plusieurs mélanges de solutions. Mais la première, pour continuité par rapport à la solution précédente, c'était de mélanger la solution par les tags et la solution des branches. Donc, la base de la solution restait la même que la solution avec les tags. On a une branche principale avec un tag par environnement. Mais la distinction qu'on fait, c'est qu'on permet à la fois de déployer via les tags, mais à la fois de déployer vers une branche. Donc par exemple, là, dans ce cas-là, si on voulait développer une nouvelle fonctionnalité sur l'environnement de développement, on crée une branche développement, qui finit par développement, et cette branche développement, c'est celle qui va être déployée. Donc ça permet de facilement garder la gestion des tags, tout en ayant la possibilité pour les nouvelles fonctionnalités d'avoir tout ce contrôle via des merge requests. Alors cette solution, c'est une solution qui a été implémentée sur certains des projets et des composants de ma mission. Pourquoi cette solution-là par rapport à d'autres? C'est que on avait certes beaucoup de composants dans notre mission, mais on n'avait pas tant de modifications à faire sur tous les environnements. La plupart des environnements, les seules modifications qu'il y avait, c'était de la mise à jour de version pour des questions de sécurité. Et il n'y avait que quelques environnements et composants qui avaient besoin de solutions particulières et qui étaient où on travaillait dessus tous les jours, on déployait des nouvelles fonctionnalités. Donc voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que là, je parle bien sûr d'un mélange entre la solution avec les tags et avec les branches, mais on peut aussi voir des mélanges entre d'autres types de solutions. Par exemple, on pourrait voir un mélange entre la solution d'avoir un environnement par répertoire et un mélange des fichiers, la solution par fichier. Et donc par exemple, ça pourrait être fait avec plusieurs répertoires pour différents types d'environnements. Donc là, c'est parti de la solution de regrouper plusieurs environnements qui sont par exemple les environnements sensibles dans un répertoire et les autres dans un autre répertoire. Dans la solution aussi parfois qui existe en mélange, c'est la solution des branches et des fichiers. Donc c'est d'avoir, si on ne peut pas extraire, comme ce qui a été dans notre cas, dans notre mission, les différences entre les environnements dans les pipelines de CD, on pouvait garder les différences dans les fichiers, tout en gardant la séparation des environnements pour éviter les problèmes de pollution et permettre plus facilement le rollback par branche. Donc voilà, c'est pour ça que ces solutions, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, souvent, ça permet parfois de répondre à des problématiques que les autres solutions avaient auparavant. Donc, par exemple, dans celle que je viens de montrer là à l'instant, c'était la question des nouvelles features. Par contre, ça fait des solutions plus complexes. Donc, par exemple, là, on devait gérer deux types de déploiements, par tag et par branche,
en même temps. Et pour l'instant, il n'y a pas de solution parfaite qui résout toutes les problématiques. Il n'y a pas de solution. C'est pas en les mélangeant toutes que toutes les solutions, toutes les problématiques sont résolues. Alors, la dernière solution que je vais parler, c'est une solution un peu plus complexe qui avait été étudiée et testée, mais qu'au final n'a pas été mise en place. Donc elle est restée à l'étape de POC. Mais je vais quand même la présenter parce que pour voir en fait que là j'ai surtout parlé de solutions qui restent traditionnelles, et parce que potentiellement il y a des solutions beaucoup plus exotiques. Donc l'idée en fait de cette solution, c'était que au lieu d'avoir chaque composant qui était indépendant, c'était de réfléchir en microservices et en fait, au lieu de considérer chaque composant, l'infrastructure, le storage, les logs, chacun de leur côté, que tous ces composants faisaient partie d'un super environnement et qu'on voulait juste gérer ce super environnement plutôt que gérer chaque environnement à chaque fois. Donc en fait, comme on peut le voir en fait sur le carré du milieu, cette solution en fait elle part de l'évolution de la solution précédente qui était une solution de mix par tag et par branche. Et en fait, le principe c'est plutôt que de dire sur le répertoire de log ou de l'infrastructure Kubernetes que ce soit lui-même qui possède les différences et que ce composant contrôle sur quel environnement il doit déployer, c'était d'extraire toute cette complexité dans chacun des composants. Donc ça ne va pas être les 10 composants qui vont chacun devoir contrôler sur les 7 environnements qu'ils doivent déployer, mais de regrouper toute cette problématique dans un seul répertoire. Donc sur le principe, en fait, on avait dans le répertoire un répertoire principal avec cluster repository qui avait tous les composants qu'on avait besoin pour déployer un cluster Kubernetes et avec tous les composants qu'il y avait à l'intérieur, avec juste dans ce gros cluster repository les différences entre les environnements et aussi la version de composants qu'on voulait utiliser. Donc par exemple, pour l'environnement de production, on aurait voulu utiliser la version 1.5.2 de notre composant de log. Donc quand on parle de composant de log, dans notre composant de log, il y avait à la fois du Grafana, il y avait aussi à la fois du Prometheus, nos règles custom, et ainsi que nos alertes custom. Donc on avait tout ça, et que par exemple, pour l'environnement de test, on veut utiliser la 1.5.3. Donc, on a vraiment, avec cette solution, complètement fait ressortir toute cette problématique. Et de la même manière que sur la solution précédente, on a gardé la possibilité de créer des branches de développement, parce que quand on est juste en maintenance d'un composant, utiliser les tags, c'est facile. Mais quand on veut développer des nouvelles fonctionnalités, on ne veut pas passer par la surcouche qui est ce super repository. Donc, dans les avantages que nous on a trouvé en fait à cette solution, et c'est pour ça qu'on avait commencé à l'explorer, c'est qu'en fait tout était regroupé au même endroit. Et donc dans le cas d'une même équipe, on gérait tous ces composants. Ce qu'il faut voir, c'est, je reparle d'une petite équipe parce que dans beaucoup d'équipes et parfois dans de plus grosses équipes, il n'y a pas cette possibilité de gérer 20 composants. Il y a parfois moins de composants à gérer, donc cette couche n'est peut-être pas rentable. Dans les avantages aussi qu'il y avait avec cette solution qui a l'air assez complexe, c'est que quand on voulait promouvoir par exemple toutes les versions du cluster de développement au cluster de production, avant on devait faire 20 merge requests entre tous les composants, alors que là on n'en avait plus qu'une à faire sur
le répertoire, le super répertoire, et c'était fait. Pareil, il y avait aussi l'avantage que c'était facilement gérable les différentes versions des environnements, mais aussi c'était plus facile à désactiver certains composants dans l'environnement. Par exemple, si pour l'environnement de test, on ne voulait plus avoir de log, c'était plus facilement désactivable, et aussi c'était plus facile pour créer des nouveaux environnements. C'est-à-dire qu'avant, si on devait créer ou supprimer un nouvel environnement, on devait passer sur les 20 composants et supprimer la branche ou supprimer tous les tags, alors que là, on le fait qu'à un seul endroit. Par contre, et c'est une de la raisons pourquoi on n'a pas continué sur cette solution, surtout qu'en fait ma mission arrivait à la fin quand on était encore en cours d'exploration sur cette solution, c'est qu'elle est complexe à mettre en place et que ça aurait été impliqué un refactor de tous nos composants qu'on avait déjà actuellement. Donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est pas cette solution qui ont été choisies. Comme je l'ai déjà dit aussi, c'est que ça fonctionne pas dans tous les contextes. Ça fonctionnait parce qu'on était dans une petite structure avec un nombre de personnes limité. Et aussi, c'est plus facile quand chacun des composants, il n'y a que très peu de modifications dessus. Comme j'ai dit, nous c'était principalement de la montée de version. Si le composant est tout le temps en changement et a des modifications et des nouvelles features toutes les semaines, voire plusieurs fois tous les jours, peut-être pas rentable comme solution. Alors, la raison pourquoi j'ai parlé en fait de toutes ces solutions et par exemple aussi la dernière, c'est pour voir que en fait, dans la problématique des environnements, c'est quelque chose dans le GitOps qui est assez récent. Donc souvent, on ne voit pas beaucoup de solutions sur Internet. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il y en a des solutions. Donc là, par exemple, j'en ai présenté déjà quelques-unes, mais il y en a potentiellement plein d'autres qui existent. Il y a aussi des outils dédiés à ça qui commencent à être développés. Et donc c'est quelque chose où il ne faut pas être fermé d'esprit. Et plutôt que d'essayer de voir quelles solutions déjà existantes potentiellement existent et essayer de forcer les équipes et le fonctionnement à cette solution, c'est vraiment de voir quelle solution correspondrait à l'équipe selon le contexte. Surtout que là, le GitOps, c'est quelque chose de très récent, enfin de relativement récent, et donc potentiellement d'autres solutions vont aussi continuer à se développer. Donc vraiment, mon point à travers cette présentation, c'était de voir, de ne pas être fermé d'esprit sur les solutions qu'on peut trouver dans le GitOps, et que selon la complexité qu'on a, il y a potentiellement des solutions qu'on ne voit pas au premier abord. Donc du coup, merci à tous de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à me poser des questions et j'y répondrai au possible. Merci beaucoup, Calvin. On a une question, du coup, a priori, dans le chat. Je ne sais pas si tu peux y accéder et aller voir. C'est Jean Jaurès qui a posé une question, du coup. Avez-vous implémenté un système de promotion automatisé ou semi-automatisé, c'est-à-dire avec validation préalable? Si oui, lequel? Sinon, pourquoi? On est parti sur un système de promotion semi-automatisé. C'est-à-dire que quand on devait faire une promotion d'environnement, on gardait une validation. C'est-à-dire que quelqu'un enclenchait la promotion, mais il y avait quelqu'un d'autre qui devait la valider. Mais une fois que cette validation en fait a été faite, vu que ça reste du Git et du déploiement automatique, tout était automatique derrière. Donc on avait du déploiement automatique et après aussi des retours dans notre team pour dire si ça s'est bien passé ou pas, déploiement. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Jean Jaurès, ou tu veux plus de détails sur comment on a mis en place? Non, mais je pense que c'est assez... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole directement.
Bonjour, alors moi j'ai une question. Alors tout d'abord, merci pour la présentation. J'aimerais revenir sur ce que vous venez d'évoquer sur le système automatisé de promotion. Comment vous gériez dans vos manifestes j'ai du mal à voir comment, par exemple, du staging, vous passiez à la production. Est-ce que c'était une merge request? Comment vous gériez avec le tag de l'image? Comment étaient taguées vos images? Est-ce que pour avoir un peu plus de détails, s'il vous plaît? Et merci beaucoup. D'accord. Alors, sur la gestion des images et des manifestes, donc, vu que nous, on travaillait beaucoup sur la partie d'infrastructure, et en fait, on avait dans chacun des composants, donc je vais parler des deux cas parce qu'il y avait le cas quand on passait par des tags, et on avait encore le cas sur cette repository où on passait par des branches. Bah, en fait, on avait presque plus des manifestes à trous, et donc avec parfois des éléments qui manquaient, et c'était lors du déploiement des pipelines de déploiement qu'on injectait ces valeurs de différence. Aussi, l'autre chose qu'on a fait, et c'était la même chose pour la gestion des images que sur le côté infrastructure. Sur le côté des applications, c'était un peu différent. Sur nos images Docker qu'on utilisait, on utilisait en fait le nom de l'environnement comme nom de tag. Et sur aussi plein d'autres composants. Par exemple, les noms des clusters, les noms des DNS, tous ces points-là, en fait, on utilisait le nom de la branche ou du tag lors du déploiement. Ce qui évitait en fait d'avoir trop d'éléments extraits dans les pipelines de déploiement. Donc dans les pipelines de déploiement, on n'en avait en soi que très peu, qui étaient vraiment que les différences numériques, et on essayait au maximum d'apporter les modifications, soit à travers soit le nom de l'environnement, donc c'est-à-dire le nom de la branche ou le nom du tag. Au niveau, quand on faisait du déploiement par branche, c'était de l'immerge request, donc la partie validation, et après, au niveau de la pipeline de déploiement, c'était aussi quelque chose d'automatique. Au niveau, quand on déplaçait un tag, la différence, c'était que le déplacement du tag n'était pas contrôlé. Donc quand on déplaçait le tag, il n'y avait pas de validation à faire. Cependant, la pipeline qui était déclenchée par ce déplacement de tag, elle ne se déclenchait pas automatiquement. Il fallait que la pipeline en fait était créée, mais pas lancée. Il fallait que quelqu'un d'autre la lance. Ce qui permettait d'avoir ce système de contrôle, même pour les tags. Et donc, sur Git, et au niveau du déploiement, en fait, quand on utilisait des références, et en fait, que ce soit des branches ou des tags, le système de ref derrière est le même. Donc du coup, on pouvait déployer de la même manière les distinctions. Voilà. D'autres questions ? Ok, merci beaucoup Calvin du coup pour cette présentation. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer. Sachez que ce Tech Live a été enregistré. Du coup, on vous enverra le replay accessible directement par mail. On a vos coordonnées à tous. Et si vous avez des questions qui vous viennent a posteriori, n'hésitez pas à les écrire directement à Calvin ou à nous les envoyer sur l'adresse communication. Merci Calvin. Merci à tous d'être venus ce soir. Bonne soirée à tout le monde. Et bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci pour la présentation. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup pour la présentation. Au revoir, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne Au soirée. revoir tout le monde. Au revoir.